Le Japon à l'occasion d'Europalia, avec les automobiles Nissan et la Générale de Banque. Pour moi, finalement, ça m'arrange bien avec mon travail. Mais c'est surtout pour elle une meilleure sécurité et au moins, elle sera toujours à l'heure. Et puis, comme elle m'a dit l'autre jour, tu sais, maman, je ne suis plus un bébé. Oui, c'est le bon départ. Le bus scolaire, le bon départ. Les 60s Collection avec les Shadows. Richard Anthony. Johnny Hallyday. Pas cette chanson. Franck Alamo. Claude François. Pense et puis j'oublie. Sylvie Vartan. La plus belle pour aller danser. Hervé Villard. Tous les succès des années 60, les 60s Collection en disque, cassette et compact disque. Vendredi 1er septembre, départ de Charleroi du 20e Loto Bianchi Rally. Dans le cadre du championnat national, la région de Charleroi-Beaumont vivra le 20e anniversaire du Loto Bianchi Rally à un rythme d'enfer. Les 1er, 2 et 3 septembre. Avec AXA Assurance, dès le 1er septembre, les cours de la bourse, c'est du lundi au vendredi, après JT dernière, sur RTBF 1. À Livingstone, le nouveau président sud-africain rencontre celui de la Zambie. Gérard Mortier ne quitte pas Bruxelles, mais succède à Karajan à Salzbourg. Notre invité a recensé tous les musées de Belgique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour être complet, je devrais même dire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Et Dieu sait s'il y en a, pas moins de 829 musées répertoriés dans ce guide, le premier du genre, intitulé tout simplement tous les musées de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'agit d'un travail d'équipe dont la coordination a été assurée par notre invitée de ce soir, Véronique Gillon. Cela va des grandes collections de peintures ou de châteaux aux stations de métro bruxellois, sans oublier des musées plus surprenants comme le musée des égouts ou celui de la boîte à biscuits. Et ce n'est pas une simple énumération pour chaque musée, il y a aussi un bref commentaire descriptif, en plus bien sûr des renseignements pratiques indispensables. Mais voyons d'abord les affaires du monde. Pour une fois, on peut dire que ces affaires offrent de ci de là aujourd'hui une lueur d'espoir, avec une exception de taille toutefois, toujours la même, les bombes et les obus continuent de tomber sur Beyrouth. Beyrouth où le calvaire des habitants n'est pas près de finir, et cela malgré les efforts des divers émissaires qui parcourent le Proche-Orient. Pour la deuxième fois, l'envoyé spécial de François Mitterrand a remis un message du président français au président syrien Hafez el-Assad. Il se rendra ensuite à Beyrouth, alors que le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères se trouve également dans la région. Pendant ce temps, l'expulsion par Israël de 5 Palestiniens des territoires occupés suscite des réactions. Le secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar, s'est déclaré aujourd'hui consterné par cette initiative.
En Afrique australe, l'évolution semble se confirmer du côté des dirigeants blancs, bien sûr, de l'Union sud-africaine. Le président sortant, Peter Botha, avait déjà créé une sensation, rappelez-vous, en recevant Nelson Mandela, le leader noir toujours officiellement détenu par la justice sud-africaine. Son successeur, Frédéric de Klerk, va plus loin dans tous les sens du terme en allant rencontrer chez lui celui que les traditionalistes, j'allais dire les intégristes de l'apartheid considèrent comme le protecteur principal des nationalistes noirs, à savoir le président de la Zambie, anciennement Rhodésie du Sud, M. Kenneth Kaunda. L'entretien, très cordial en apparence, avec conférence de presse commune, s'est déroulé à Livingstone, près des célèbres chutes Victoria sur le Zambèze, non loin de cet endroit où s'était déroulée une autre rencontre historique, celle de l'explorateur Stanley, parti des côtes de l'Atlantique, avec son confrère Livingstone, parti de celle de l'océan Indien. Ils étaient alors, bien sûr, les deux seuls blancs dans cette région de l'Afrique, et cela avait valu cette phrase célèbre, très humour anglais, « Dr. Livingstone, I presume ». Le rendez-vous a eu lieu au pied des chutes Victoria, à Maramba, dans ce coin d'Afrique que les Anglais avaient baptisé Livingstone. On pense bien sûr à la poignée de main entre Stanley et Livingstone. Mais celle-ci est sans doute plus importante. L'Afrique noire reprend contact avec l'Afrique blanche. Le rendez-vous de Klerk Kaunda est d'une autre ampleur que la rencontre de Klerk Mobutu il y a 2 jours. Le Zaïre est un partenaire de longue date de l'Afrique du Sud, alors que la Zambie abrite depuis longtemps les cadres, les militants et les combattants de l'ANC, le principal mouvement de libération d'Afrique du Sud. Kenneth Kaunda, le président zambien, est un personnage clé de la politique africaine. S'il reçoit aujourd'hui le président sud-africain, c'est qu'il estime le moment venu de favoriser un règlement politique du conflit en Afrique du Sud. Mais il ne s'agit en aucune façon de désarmer face à l'apartheid. Le président Kaunda a brandi ostensiblement un mouchoir blanc tout au long de cette visite, pour bien montrer qu'il ne confond pas la trêve avec l'armistice. Pendant ce temps-là, à Londres, dans le quartier de Notting Hill, qui avait vu se produire ces dernières années des incidents raciaux opposant des immigrés à la police londonienne, mais aussi parfois des groupes d'immigrés entre eux, eh bien c'est cette fois dans un climat très détendu que s'est déroulée une sorte de parade de carnaval, à laquelle d'ailleurs participaient de nombreux Britanniques de tous âges, et qui s'est donc déroulée apparemment dans la bonne humeur et la décontraction multiraciale. Voilà, mais toutes les informations du monde ne sont malheureusement pas aussi roses. On reparle encore aujourd'hui de la Colombie. Le gouvernement de ce pays d'Amérique latine s'est décidé, vous le savez, à déclarer la guerre aux caïds de la drogue réfugiés dans la jungle. Mais les chefs de ce qu'on appelle le cartel de Medellín, du nom de la ville qui leur sert de quartier général, ne se tiennent pas pour battus. Ils sont habitués à la violence et à la justice expéditive. C'est donc maintenant aux magistrats et même au nouveau ministre de la Justice qu'ils ont décidé de s'attaquer. La blonde Monica de Grave sera-t-elle le 8e ministre de la Justice colombienne à passer la main en 3 ans? C'est ce qu'affirme la presse de Bogota. Le président colombien dément, la principale intéressée ne dit rien. Elle est actuellement aux États-Unis pour mettre au point un système de protection des juges colombiens contre les tueurs du cartel de la drogue. On voit ici des magistrats s'entraîner au tir comme des policiers. La mafia a menacé d'assassiner 10 juges colombiens pour chaque trafiquant extradé aux États-Unis. Hors des trafiquants, il y en a 11 000 sous les verrous. Et la mafia colombienne n'hésite jamais à faire parler la poudre. Hier à Medellín, la capitale de la drogue, il y a eu 9 attentats à la bombe en guise d'avertissement. Oui, il n'est jamais trop tard pour s'attaquer à ce fléau, même si, dans certains cas, on a l'impression qu'on a attendu un petit peu longtemps. En Belgique, ce n'est pas encore la rentrée scolaire, mais c'est déjà la rentrée politique. On trouve ce matin, dans les colonnes de 2 quotidiens, Le Soir et Gazette van Antwerpen, une longue interview du président du Parti socialiste, Guy Spitals. Le gouvernement, dit-il en substance, a fait du bon travail, mais il ne faut pas qu'il perde son souffle, comme il ne fallait pas perdre le sien en montant l'escalier pour aller saluer Guy Spitals. Il s'agit entre autres, dit le président du PS, de terminer la réforme de l'État et aussi, dans le domaine social, de mener à bien ce que les socialistes ont appelé le retour du cœur. Autre volet de l'actualité politique, ou en tout cas
dont la politique n'est pas absente, certains diront loin de là et le regretteront, l'audiovisuel. Ce vendredi 1er septembre, les premiers spots de publicité commerciale seront diffusés sur cette antenne, sur celle de la RTBF. C'est une conséquence du décret qui avait été adopté fin juin par le Conseil de la Communauté française. Mais il fallait encore préciser les conditions qui permettront à la RTBF de jouir de ces nouvelles ressources. En d'autres termes, il faut traduire sous forme d'arrêté ce qui a fait ces dernières semaines l'objet d'âpres discussions entre l'exécutif de la Communauté française, la RTBF, RTL TVI, qui sera son futur partenaire commercial après avoir été son principal concurrent, et la presse imprimée. C'est chose faite depuis ce soir. L'exécutif a adopté toute une série de règles qui sont imposées à notre institution, notamment un cahier des charges qui met l'accent sur l'amélioration de la qualité des programmes. Comme l'explique le président de l'exécutif de la Communauté française, Valmy Féot, l'argent de la pub devra servir à apporter quelque chose en plus et pas seulement à boucher des trous. Donc l'arrêté que nous avons adopté cet après-midi ne s'inscrit pas dans la problématique de venir en aide aux difficultés actuelles de la RTBF du point de vue donc financier. Ça n'exclut pas qu'indirectement il y ait une aide qui soit apportée, mais prioritairement il faut que ces ressources soient consacrées à de la production et de la coproduction de programmes nouveaux. Est-ce qu'on ne peut pas penser que par tous ces arrêtés, l'exécutif influe finalement sur la politique des programmes de la RTBF? Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte ingérence? Je ne crois pas qu'il y a ingérence. Je crois que c'est un peu normal que l'exécutif qui est responsable de la politique culturelle en communauté française et dont la RTBF est un des instruments essentiels de cette politique culturelle indique quand même à la RTBF ce qu'il considère comme devant être des orientations qu'il importerait de développer. Pourquoi se montrer plus sévère au niveau des règles commerciales et déontologiques vis-à-vis de la RTBF plutôt que vis-à-vis de la chaîne privée concurrente? Non seulement vis-à-vis de la chaîne privée, mais également vis-à-vis de la législation européenne qui se prépare actuellement. Nous avons voulu être plus sévères en la matière parce que nous pensons que le service public a une responsabilité plus grande, une obligation, disons, de moraliser, je dirais, davantage la publicité à la télévision. Une bonne nouvelle pour les automobilistes bruxellois en tout cas, mais tous ceux qui fréquentent la capitale pousseront un ouf de soulagement. On a inauguré aujourd'hui le nouveau tunnel Belliard sous les futures constructions des communautés européennes entre la rue Belliard et le rond-point Schuman. Il était un peu moins de midi ce matin lorsque les premiers automobilistes ont pu s'engouffrer dans le tout nouveau tunnel Belliard, inauguré quelques minutes plus tôt par M. Dupré, en charge du ministère national des Travaux publics. Désormais, le trafic de la rue Belliard plongera dès avant la chaussée d'Etterbeek au niveau du bâtiment des commissions du Parlement européen pour rejoindre directement l'échangeur souterrain du rond-point Schuman. Dans une phase ultérieure, un autre tunnel sera creusé en dessous de l'avenue de Kortenberg, de sorte que l'on aura un accès direct à l'entrée de l'autoroute de Liège. Cette inauguration met un point final aux travaux d'infrastructure préalables à la construction du Conseil des ministres européens qui va se dresser sur ce vaste terrain définitivement prêt à l'emploi. L'inauguration de ce bâtiment est prévue dans le courant de 1994. Dans l'immédiat, le trafic routier va revenir à la normale dans le quartier du rond-point Schuman grâce à ce nouveau tunnel. Des centaines d'ouvriers ont travaillé d'arrache-pied tout cet été pour l'achever avant la rentrée de septembre et avant la reprise du trafic des heures de pointe qui peut atteindre dans ce quartier des sommets de 5000 véhicules à l'heure. L'investissement des travaux publics s'élève actuellement à près de 5 milliards de francs, mais il faudra encore 6 milliards supplémentaires pour exécuter la totalité du programme. Je sais bien qu'on a parlé de drogue tout à l'heure dans ce journal. Les puristes de la langue française préféreraient peut-être qu'on parle de circulation plutôt que d'employer l'anglicisme trafic, mais c'est parfois bien difficile de résister. La météo de ces derniers jours a pris une couleur de saison, vous avez pu le voir. Après une longue sécheresse, la pluie est tombée, et elle est tombée en abondance pendant le week-end, pas seulement sur la Belgique. C'est un véritable ouragan qui a touché les côtes d'Allemagne fédérale. Surpris, les Allemands de l'Ouest n'ont été par l'ouragan qui s'est abattu hier soir sur les côtes. Les rafales de vent étaient de l'ordre de 120 km/h et les vagues atteignaient parfois les 6 mètres de haut.
Dans plusieurs districts, l'état d'urgence a été décrété. Ce matin, on pouvait découvrir l'ampleur du désastre. Si par chance, on ne signale aucune victime, les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs bateaux ont brisé leurs amarres. Les routes et les campings ont été submergés. Et on ne compte plus le nombre d'arbres arrachés, emportés par le vent ou tombés sur des voitures ou des maisons. Voilà un mois d'août qui ne se termine guère en beauté pour de nombreux Allemands. Dans le monde artistique belge, le directeur de l'Opéra national, Gérard Mortier, a bénéficié d'une promotion flatteuse. Il a été désigné en qualité de directeur artistique du Festival de Salzbourg. Salzbourg, la ville de Mozart, c'est un poste où le directeur du TRM succède au chef d'orchestre Herbert von Karajan qui vient de mourir. Gérard Mortier, que l'on voit ici alors qu'il présentait à la presse le nouveau directeur des ballets, Marc Maurice, a 46 ans. Il est directeur de la Monnaie depuis 1981. Il terminera son mandat de 12 ans à la tête de l'Opéra national, c'est-à-dire je dis bien de 12 ans, c'est-à-dire en 1993. Gérard Mortier avait déjà annoncé qu'il ne serait pas candidat à un nouveau mandat, estimant que 12 ans à la tête d'une même institution, c'est suffisant. Et puis, une information, puisque nous allons parler de musée dans un instant, et des images plutôt d'un événement, appelons-le comme ça, d'un événement artistique qui nous permettra de voir des peintures en tout cas. Cela se passe à Monaco, où un mur de la maternité Princesse Grace a été inauguré aujourd'hui par le prince régnier et la princesse Caroline de Monaco. Ce mur a ceci de particulier qu'il a été réalisé par un jeune peintre américain de 31 ans. Il s'appelle Keith Haring. Et l'originalité de Keith Haring, c'est qu'il a débuté dans les années 80 en peignant des graffitis sur les murs de New York. Activité en principe passible de contravention, mais qui lui vaut aujourd'hui de réaliser des toiles et des peintures valant plusieurs dizaines de millions de francs. Évidemment, il aurait peut-être été aussi connu et tout aussi honorablement et aussi profitablement s'il avait peint ses dessins et ses graffitis ailleurs que sur les murs. Mais puisqu'on parle de graffitis sur les murs, nous allons maintenant parler de musée, et ce n'est pas vraiment un coq à l'âne, parce que, Véronique Gillon, une partie des musées que vous nous présentez dans votre livre, ou plutôt, dans votre guide, appelons ça un guide, intitulé « Tous les musées de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg », publié aux éditions Le Cri, eh bien, certains de ce que vous nous présentez dans ce livre comme des musées, dans ce guide, ce sont les fameuses stations de métro bruxelloises, qui abrite, ne disons pas des graffitis, mais des œuvres d'art. Oui. Je suis sûr que, encore que Sommeville serait peut-être content si on parlait de graffitis, mais peut-être pas tous les autres, parce qu'il y a une noblesse du graffitus, si on peut. Mais ce sont des musées qui figurent dans ce guide. Oui, parce qu'il y a moyen d'admirer paisiblement, en attendant son métro, quelques œuvres d'art différentes. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Ticket de métro. Oui, mais en général, les musées en Belgique ne sont pas très chers. C'est une qualité de ce musée. Ah, et d'ailleurs, ce sont des renseignements qui figurent dans votre guide, un guide que vous avez voulu exhaustif, c'est-à-dire recenser tous les musées de Belgique. Il y en a 829, vous êtes sûr d'en avoir oublié aucun? On a 829 avec le Grand-Duché du Luxembourg, mais sinon, pour la Belgique, il y en a 790, pour les 9 provinces. Oui. Mais alors, on a cette fois-ci, dans cette seconde édition, on a inclus les châteaux. Les châteaux accessibles au public. Voilà, les châteaux qui proposent soit leur domaine, soit leur collection, soit les deux, à des heures régulières d'ouverture. Voilà. Tous ces musées, vous dites que vous n'en avez pas oublié, mais est-ce qu'il ne vous est pas arrivé au moment où le livre était sous presse qu'on vous dise « Ah, il y en a encore un là ». D'ailleurs, je vois que certains... Il y a des dernières minutes. Il y a des dernières minutes, hein. On en a rajouté au dernier moment. Oui, c'est ça. Il y a par exemple un musée, le musée des archives de Namur, qui a malencontreusement disparu pendant qu'on était en train de boucler le guide. Et puis, par contre, il y a le musée Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, dont on a entendu le projet. Donc on l'a signalé, il n'existe pas encore, mais on l'a signalé. Et puis bon, les musées, c'est une réalité très vivante qui concerne le passé, mais ça bouge énormément, tout le monde y va de son musée. C'est-à-dire que certains musées sont des collections privées, c'est-à-dire un collectionneur, je pense au fameux musée du Pingouin, je crois qu'il est pris là-dedans, nous l'avons montré sur nos antennes, c'est
un personnage un peu farfelu Voilà. qui aimait se déguiser en pingouin, il a C'est tout ça. rassemblé. En fait, on lui ça avait fait un donné, musée. il boitait, je crois, Oui. et on lui a donné ce surnom de pingouin. Et puis il s'est dit, tiens, oui, c'est une idée, il a trouvé ça très amusant, et il y est allé de son musée, quoi. Et à partir de quand est-on un musée? Bon, disons, selon nos critères, on est Quelqu'un un qui expose dans son musée. garage une collection S'il l'expose relativement régulièrement à des heures bien indiquées et qu'il le signale, bon, bah voilà, ça peut être considéré comme un musée parce qu'il y a aussi bien des musées qui émanent d'autorités communales que de particuliers, que au niveau de l'État. Donc, il y a par exemple des musées, il y a, dans la commune de Rêves, il y a le musée Rodava qui est créé. C'est déjà superbe Ah oui, c'est un d'avoir une ravissant commune de nom. rêve. Et là, ils sont dans un grand rêve puisqu'ils essayent de construire un musée à partir des dons de la population du village. Donc chaque année, une espèce d'exposition thématique. Et puis chacun apporte, je crois, ses souvenirs de communion, si c'est la religion dans la commune de rêve. Et tout le monde apporte ses anciens souvenirs. Et voilà, petit à petit, le musée va créer ses collections grâce aux dons des particuliers. Alors donc pour chaque musée, c'est important à signaler, il y a la dénomination et on reparlera dans un instant du classement et des index qui permettent de les retrouver. Et puis il y a les renseignements pratiques, heures d'ouverture, de fermeture, enfin jour de fermeture, montant de l'entrée, du ticket d'entrée, et puis une petite description. Vous avez dû évidemment être très bref pour cette description. Ça ne dépasse pas une dizaine de lignes. Ça dépend. Il y en a, par exemple, la Vitokiana, qu'on a trouvé particulièrement originale. Ah oui, bibliothèque. Oui, c'est ça. Le musée de la reliure, qui se trouve à Bruxelles, et il était intéressant à divers points de vue. Il est abrité dans un bâtiment qui était primé par la ville de Bruxelles, qui est de l'architecte de Calatayud. Il a des collections remarquables, il abrite aussi des sculptures. Donc c'est un musée auquel on a accordé un peu plus d'importance de par sa qualité. Le musée de Marimont aussi est énorme parce que lui, il a un parc magnifique, il a pris des sculptures de Rodin, Bouddha, collection locale, enfin bon. Justement, vous ne pouvez pas vous substituer au catalogue du musée. Non, Je veux c'est dire qu'il est impossible. impossible. Par exemple, les musées d'art moderne ou d'art ancien ou d'histoire de l'art et d'archéologie à Bruxelles, c'est trop vaste. Et vous pouvez juste donner une sorte de résumé en disant il y a telle et telle tête de chapitre. Ce qu'on essaye en général, c'est donner l'envie aux gens de se rendre au musée en disant tiens, oui, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir tel peintre, il y a une œuvre ou plusieurs œuvres dans tel musée, j'y vais. Bon, et puis il fait un tri en fonction d'un commentaire succinct. Alors il y a des musées dont les noms sont assez curieux. J'ai cité tout à l'heure, en commençant ce journal, le musée de l'égout, qui se trouve à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on voit dans le musée de l'égout? Eh bien, vous visitez des égouts avec du personnel qualifié. Et il y a aussi des panneaux didactiques qui vous expliquent comment tout ça fonctionne, mais... donc c'est pas seulement une visite guidée, c'est bien un musée puisqu'il y a Oui, c'est un musée. Il y a à la fois des panneaux didactiques, il y a des gens qui vous invitent à vous imprégner de l'atmosphère particulière de ces égouts. Il y a d'autres musées d'ailleurs où on fait une visite guidée et un de ces musées se trouve ici même dans cette maison. Il s'appelle le musée de la radio-télévision et il a été installé par la RTBF avec l'aide d'ailleurs de beaucoup de membres du personnel qui ont apporté des vieux objets qu'ils avaient qui ont trait à la radio-télévision et ça s'accompagne d'une visite aussi. Voilà, il y en a un à Mons aussi, que la RTBF Mons a ouvert sur... Ça porte le nom de musée de la radio, de la voix et des arts parlés. Alors on découvre toutes les techniques. Il y a le musée de la boîte à biscuits qui se trouve à Hélessine. C'est ça, qui pour le moment est en réflexion. Et alors j'ai été étonné du nombre de musées qui ont trait à la machine à vapeur. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns et en général ils sont en Flandre orientale. Oui, c'est curieux parce qu'il y a une sorte de région de la machine à vapeur. Oui, il y a même une fête de la vapeur, je crois, à Mal de Gem ou quelque chose comme ça. Il y a des particularités régionales comme ça. Bon, comme il y a par exemple, dans l'Ardenne, c'est le musée du sabot, du mais petit là c'est plus logique, c'est près du bois, le musée sur l'art du bois, et près de la mine, il y a les musées de la mine et du caillou. Oui, du clou. Du clou, oui. Et puis, alors, la manière de trouver un musée n'est pas toujours facile, parce que vous classez évidemment par ordre alphabétique avec deux index, un index des lieux, je crois. On a fait 4 index en tout. On a fait un index des noms de musées en français, des noms de musées en néerlandais. En néerlandais tels qu'ils existent à l'origine en néerlandais. Index des localités. Des localités, parce qu'on ne sait pas toujours dans quelle province se trouve une localité, puisque notre guide a choisi le découpage des provinces. Et alors, un index très utile qui est celui des noms
noms cités, c'est-à-dire Voilà. des noms propres. Oui, c'est il y a ça. évidemment les peintres, mais il y a parfois Oui, aussi des il y gens a- qui sont le propriétaire, justement. Du Oui, musée. c'est ça. Il y a aussi des personnages particuliers comme le Raja qui a offert une série de fabuleux instruments de musique au musée instrumental à la place du Sablon. Et c'est un Raja mécène. Et puis on a énormément de difficultés pour trouver renseignements sur lui, mais grâce à l'aide du conservateur... On pourrait regretter que beaucoup de musées soient classés sous la rubrique, sous le nom musée. Et là, évidemment, il y a 7 ou 8 pages de musée de ceci, Oui. musée de cela. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus convénient de choisir la dénomination? C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, prenons la dénomination telle qu'elle existe, et puis c'est une première étape. Ce qu'on espère dans l'avenir, c'est pouvoir réaliser un index thématique. Et puis là, je crois que ça serait une étape supplémentaire qui aiderait pas mal de personnes aussi. Seulement, c'est quand même un problème avec 790 musées à classer. Que choisir? Bon, on a soumis ça à plusieurs personnes et tout le monde a son opinion, sa manière de chercher. Alors on s'est dit, on respecte ce qui existe déjà, et puis on va affiner ça, et puis on espère... Vous avez utilisé, bien sûr, les secours de l'informatique pour classer tout ça. Oui, oui, parce que là, surtout que ces musées, bon... tout à fait par hasard, on apprend qu'une entrée qui était gratuite, comme le musée du Verre à Charleroi, est passée à 50 francs bon, à 15 jours de la fin du guide. Bon, il y a plein de petits détails comme ça qui bougent, qui changent. Ceci laisse entendre qu'il y aura une nouvelle édition ou que ça sera remis à jour oui, c'est ça, régulièrement. oui. C'est déjà la deuxième, bon, on espère. Mais déjà, en 2 ans, là, la Belgique compte 100 musées, quand même, une bonne centaine de musées en plus, ce qui est énorme. Hein. Bien, alors, est-ce qu'il y a un musée de l'informatique déjà, puisqu'on vient d'en Non, pas parler? encore. Il y a de l'holographie, il y a... Voilà, c'est une idée pour les éventuels Oui, ah oui, là, on peut... amateurs qui voudraient... qui auraient une idée. Je rappelle que ce guide s'appelle « Tous les musées de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ». J'espère que nous n'allons pas être inondés de gens qui vont nous dire « Vous avez oublié mon musée ». On vous les enverra. De toute façon, c'est en vente, je suppose, dans toutes les librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Bien. Alors, avant de nous séparer, je vous propose d'aller voir, non pas dans un musée, bien qu'il y ait certainement un musée de l'astronomie. Il est d'ailleurs à l'Observatoire Royal de Uccle, l'Observatoire Royal de Belgique, historique, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil tout au bout du système solaire. Vous vous doutez que je vais vous montrer de nouvelles images, enfin vous les avez peut-être déjà vues tout à l'heure, de la sonde Voyageur qui a évidemment... qui nous transmet des images fabuleuses, toujours aussi riches. Dernière trouvaille, c'est une mini-lune de 20 km de diamètre. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que ces images ont mis pratiquement 12 années pour nous parvenir, et que donc on peut se dire que si on envoyait maintenant une sonde, elle serait encore plus perfectionnée. Mais c'est déjà merveilleux. Une mini-lune, disais-je, perdue dans un des anneaux de Neptune, est découverte grâce à une photo floue. La mise au point était mauvaise. En diluant la ligne de l'anneau, elle a permis de révéler la petite lune qui se cachait derrière. Voici les 3 anneaux complets réunis autour de Neptune, et vus de derrière, magnifiquement éclairés par le soleil qui a été masqué pour permettre ce contre-jour périlleux. Neptune, planète mystérieuse, à l'œil de cyclope et au regard étrange. Mais la star, si l'on peut dire, c'est Triton, le gros satellite qui tourne à l'envers. On pense qu'il est venu d'ailleurs et a été capturé par Neptune dans son champ gravitationnel. Et il ne manque pas d'air avec son exotisme. Les scientifiques font des bonds de joie. Les quelques dizaines de cratères qui y ont été dénombrés seraient des volcans qui crachent non pas du feu, mais du méthane gelé. Ce qui ferait de Triton la 3e planète volcanique du système solaire, après la Terre et Io, une lune de Jupiter. Quant aux surfaces lisses, ce sont des lacs d'azote gelé. Terriens qui regardez ce journal, mesurez-vous la performance technique de ces photos qui non seulement battent tous les records de distance de transmission, mais en plus offrent à nos yeux l'image très nette d'un autre monde venu d'ailleurs.
On comprend que notre ami Weinberg soit admiratif et que cette admiration se traduise dans le ton de son commentaire, mais il y a vraiment de quoi, en effet, être admiratif. Nous parlerons aussi demain, dans JT dernière, d'atmosphère, mais plus de l'atmosphère de Neptune cette fois, mais de celle de la Terre, qui nous amène parfois à respirer des choses bien nocives et bien dangereuses. Merci de votre attention. À demain soir dès 19h et pour JT dernière, bien sûr. Bonne nuit. Le vent se calmera et les nuages d'averse disparaîtront au cours de la nuit, les éclaircies s'élargiront. Demain, après la dissipation des bancs de brouillard, les nuages se reformeront au cours de la matinée. Séparés par des éclaircies, ils deviendront plus importants l'après-midi, une ondée locale reste possible. L'ouragan, qui a ravagé le nord de l'Allemagne, se déplace vers le sud, tandis qu'une amélioration se dessine sur les îles britanniques et nos régions. Cette amélioration est due à une poussée de pression en provenance des Açores et elle dévie déjà les zones de pluie vers le nord-est. Demain, l'anticyclone sera centré sur la Manche, nous plaçant dans des courants du nord-ouest qui deviendront progressivement plus secs. Au cours des jours à venir, le centre de l'anticyclone va se déplacer vers le continent, ce qui nous met à l'abri du mauvais temps pendant quelques jours. La température dépassera les 20 degrés jeudi. Cette nuit, les minima oscilleront de 5 à 10 degrés et demain après-midi, la température variera de 15 à 20 degrés. Eh bien, j'espère que ce temps mi-figue, mi-raisin de demain ne vous empêchera pas de passer une bonne journée et puis de passer une bonne soirée en notre compagnie. Elle commencera à 20h05 avec les Sentiers du Monde. Nous ferons le tour du monde en ULM avec Patrice Franceschi. Ensuite, nous descendrons l'Apurimac. D'après les renseignements que j'ai qui sont contradictoires, c'est soit un affluent de l'Amazone, soit le début même du fleuve Amazone. Donc, c'est en Amérique du Sud et ce sera avec Renaud Lavergne. À 21h15, nous retrouverons pour la dernière fois la série La Guerre. On fera le point sur les grandes guerres du XXe siècle, sur les guerres actuelles aussi, qui sont hélas beaucoup trop nombreuses. Mais l'on parlera aussi des mouvements pour la paix et de l'espoir qu'ils portent. Et puis, ce sera le journal télévisé Dernière à 22h15. Ensuite, nous retrouvons le cycle cinéma belge de notre ciné-club de minuit. Demain, nous verrons Issue de secours. C'est un film qui a été réalisé en 87 par Thierry Michel. Une sorte de long monologue de recherche de soi-même, de quête initiatique qui se déroule au Maroc et dans le rôle principal, dans le seul rôle d'ailleurs, vous retrouverez Philippe Voltaire. Voilà donc pour demain. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. J'espère qu'elle s'achèvera bien cette soirée. Passez une très très bonne nuit aussi, faites de très beaux rêves. À demain.